Alors bonjour à toutes et à moi. C'est un cours, en fait c'est un cours très dense, très riche, il faudrait 3 heures. Comme on a 1 heure, donc vous allez avoir mal à la tête. C'est pas grave, après vous avez 2 ou 3 ans pour vous remettre. Alors, on va parler bien sûr, parce que le domaine du rêve pourrait rester 1 an, mais on va parler d'un type de rêve qui vous intéresse a priori, c'est le rêve prémonitoire. Le rêve qui annonce l'avenir. Parce qu'a priori, c'est pour ça que vous essayez de les interpréter. Mais juste avant de commencer, de dire que le cours est dédié à l'Ilun Nishmatam pour l'élévation de l'âme de Violette Tamar Bat Gracia. Il faut dire Amen. Et de Miranda Mathilde Bat Louise, Kachem élève leur Neshamot parmi les tzadikim Nashim Tzadkaniot d'Israël. Alors, les Chachamim disent Achalom Echad Beshishim Ilanevoa. En vérité, le rêve c'est un 60e de la prophétie. On dit déjà que le sommeil, c'est un 60e de la mort. D'accord? C'est-à-dire que quand la personne dort, la majorité de sa neshama monte au ciel. Et le minimum qui reste, c'est juste pour que la personne reste vivante. D'accord? Donc c'est comme si on disait qu'il y a 59 parties de son âme qui montent là-haut et une qui reste ici. Puisque le sommeil, c'est un 60e de la mort. Et on dit Achalom Echad Beshishim Ilanevoa. Et le rêve, c'est un 60e de la prophétie. Alors qu'est-ce que c'est la prophétie? Si vous avez l'impression d'être prophète, c'est-à-dire que vous êtes une spécialiste de l'événementiel. Non, c'est pas ça. Donc, prophète. Ouh là là. C'est pas grave. Non, mais ça me permet de voir les gens qui font de la voltige avec des tissus, ce qu'on appelle les cerfs-volants. Donc c'est cette logique-là, c'est que la neshama, elle est dans un présent continu. C'est-à-dire que la neshama, elle n'est pas limitée par le temps, donc elle voit le futur au présent. Le corps, lui, il voit que le présent. C'est de la viande organisée plus ou moins harmonieusement selon le mazal pondéral de chacune. Et le nefesh, le psychique, lui, il a une partie qui est tournée vers la neshama, ce qu'on appelle le nefesh eloki, donc l'intellect jusqu'à la transcendance, ouais. Et une autre partie qui est tournée vers le corps, nefesh behemi, le côté animal, ouais. Bon. Maintenant, la neshama, encore une fois, elle voit l'avenir. Le problème, c'est que l'écran du corps et l'écran du psychique, ils empêchent la perception de l'avenir. Alors chez les gens intelligents, c'est le cartésien qui empêche, parce qu'il dit c'est pas possible, donc le cartésien empêche. Chez les gens grossiers, l'opacité du psychique empêche la lumière de la neshama de se poser. C'est comme si un laser, il voit à travers le corps, ouais, un IRM. Mais si vous mettez une feuille d'alu devant, il ne voit plus rien. La feuille d'alu, c'est le corps, ça s'appelle la matérialité, et le psychique grossier. C'est-à-dire l'orgueil, la bêtise, l'entêtement, la lourdeur. Ouais. Maintenant, quand quelqu'un a épuré son psychique par la modestie et par la crainte d'Hachem, et quand quelqu'un il a épuré la relation avec son physique par la kedusha, parce que qu'est-ce que c'est la kedusha? La kedusha, la sainteté, c'est l'indépendance à la matière. Ça va? C'est que la matérialité n'est pas matérielle. C'est le rapport à la matérialité qui est matériel. Donc, si quand vous regardez un morceau de viande, vous êtes tout excité, ça veut dire que les pulsions animales chez vous sont plus fortes que les pulsions intellectuelles. J'ai choisi un steak pour que vous compreniez de quoi je parle. Mais il y a des steaks à 2 pattes aussi, d'accord? Donc maintenant, si la personne, elle arrive à prendre une distance avec sa matérialité, ça s'appelle kadosh. Parce que toujours le nefesh hachaim, il dit kadosh et mouvdal min hachomer. D'accord? Celui qui est saint, c'est celui qui est séparé de la matière. Donc ça veut dire que quand quelqu'un va sublimer la matérialité de son corps, l'opacité de son corps va disparaître, donc elle ne fera plus écran devant l'éclairage de la neshama. Ça va toujours? De la même manière, au niveau du psychique, l'opacité, parce qu'il y a de la matérialité physique, il y a de la matérialité aussi morale, et il y a de la matérialité spirituelle. Ça veut dire que l'orgueil, par exemple, c'est un très haut niveau de matérialité morale. Par exemple, le Zohar, il dit que au niveau matérialité, la colère, c'est le même niveau qu'une relation avec une prostituée. Maintenant, la prostituée est très matérielle dans la relation que l'homme a avec elle. Mais si quelqu'un il est dans la colère, le niveau de matérialité de la colère, c'est la même chose que d'aller avec une prostituée. C'est pour ça que la colère amène la pauvreté. Parce que la débauche amène la pauvreté.
Et c'est le même niveau de matérialité. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc quand quelqu'un sublime sa colère, maîtrise son orgueil, donc en fait, il va maîtriser la matérialité du nefesh. Parce qu'il faut arrêter de croire que la matérialité, c'est juste le matériel. Vous me suivez ou... D'accord. Donc quand quelqu'un est bête, par exemple, ou la psychorigidité, c'est une forme de matérialité très forte, mais intellectuelle. Quand quelqu'un est très, très susceptible et très, dans la haine, c'est une matérialité morale. Donc il n'y a pas que de la matérialité physique, il y a aussi de la matérialité intellectuelle. Maintenant, puisque la sainteté, c'est la distance avec la matérialité, donc quand quelqu'un prend distance avec toutes les formes de matérialité, donc sa neshama n'a plus d'écran devant elle, puisqu'il a la modestie, la hirat shamaim, et il a sublimé son corps. Donc l'éclairage de l'IRM de la neshama va sortir et va permettre à la personne d'avoir la prophétie, puisque la prophétie, c'est de voir le futur au présent. Ça va toujours? Super. Maintenant, chez Baba Salé, c'est en temps réel. Chez nous, ça s'appelle des flashs d'intuition. C'est-à-dire que selon notre niveau de pureté, ou les situations dans lesquelles nous sommes, ou des fois, quelqu'un il a un grand stress, par exemple, tu as peur pour ton fils, d'accord? Tu n'arrêtes pas de penser à lui, et tu as un flash, et tu le vois mal accompagné. D'où ça sort ça? Parce que ta dahaga, ta peur, en fin de compte, elle t'a fait sortir de ta petitesse. Parce que ton souci pour ton fils, il est plus important que ta petitesse. Du coup, il n'y a plus les écrans, et pendant une demi-seconde, il y a un flash de prophétie. Ça s'appelle l'intuition. D'accord? Comme vous avez mal au ventre, et votre fille, elle est en train d'accoucher. Mais elle ne voulait pas vous le dire, parce qu'elle ne voulait pas vous déranger, et en plus, elle est à New York, et vous, vous êtes à Paris. Mais vous êtes une maman, donc vous êtes sur le même réseau. C'est de la Wi-Fi. D'accord? Donc automatiquement, vous ressentez. Les gens qui s'aiment, ils sont liés, puisque à Ava, c'est Echad, c'est la même valeur numérique. Ça va? Aimer, c'est faire un. Donc, de la même manière, le rêve, en vérité, il vient de la neshama. La neshama, c'est quoi? C'est un récepteur. Le récepteur de quoi? D'un signal. Le signal, il vient d'un émetteur. L'émetteur, c'est qui? Émet. D'accord? Donc, l'émetteur, Hachem, il envoie un signal. Ce signal, il est réceptionné par la neshama, qui est un récepteur. Maintenant, après, ce message-là, il est décodé par le cerveau. Maintenant, le problème, c'est que le cerveau, il a un défaut majeur, c'est qu'il interprète. Vous me suivez ou... Donc, c'est comme si je vous donne un sujet à chacune, là, je vous dis, voilà, je voudrais qu'on fasse un film. Donc, voilà, je vous donne l'idée, je vous donne l'idée que je veux atteindre, et chacune va me faire une mise en scène pour réussir à atteindre cette idée. D'accord? Maintenant, moi, j'ai juste l'idée. C'est-à-dire, je vous dis, moi, je voudrais qu'un enfant, il découvre que sa mère n'est pas sa mère. Et le choc de ce choc-là, je voudrais que vous le retraciez à l'intérieur du film. Et chacune d'entre vous, elle va écrire un film différent. Avec des intrigues, avec des paysages, avec des décors, avec des personnages. Mais à un moment ou à un autre, l'enfant, en haut d'un couloir, et en ouvrant une porte, on va voir dans son regard qu'il découvre que sa mère n'est pas sa mère. Ouais, l'autre, parce qu'il est tombé sur des papiers. L'autre, il est tombé sur une photo de famille. L'autre, chacune d'entre vous va faire un scénario différent. Alors, de la même manière, pour le même message que Hachem il envoie, le metteur en scène, qu'on appelle la fonction imaginative, va fabriquer le scénario que vous devrez interpréter pour connaître quel est le sens premier qui était le message. Ça va? Je sais que c'est très concentré, mais vous êtes des dames intelligentes, donc... En tout cas, vous avez l'air. Maintenant, c'est pas moi qui dis ça, c'est le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Il dit que quand l'homme est en sommeil, son intellect actif est arrêté et sa fonction imaginative est libre. Hachem prend en charge sa fonction imaginative, c'est-à-dire un peu son logiciel de fabrication d'images, et va fabriquer un film, d'accord, que l'homme va voir durant son sommeil. C'est un peu comme les théâtres chinois, là, les ombres, d'accord? C'est-à-dire que vous êtes là, en train de regarder avec votre fils, et puis vous voyez des marionnettes, enfin des ombres, tac, 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 ah, le monsieur, avec le... Tac, 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 tac. Ouais, et puis d'un seul coup, on voit arriver un cheval, mais derrière, il y a un gars qui est en train de tirer des ficelles, mais vous êtes de ce côté. Et bien, c'est comme si le bon Dieu, il est derrière, il est en train de faire le spectacle, et vous, devant, vous assistez au spectacle. Ça va? Restez calme. Oui. Ça veut dire que la neshama n'est pas prisonnière du corps pendant le sommeil. Non. Et que
qui dirige notre neshama. On parle d'un rêve prémonitoire. D'accord? Encore une fois, il faudrait 2 jours pour faire ce cours. Une fois, je l'ai fait devant des psychanalystes. Ils m'ont dit si on pouvait le refaire devant un parterre de spécialistes parce qu'on avait du mal à suivre. J'arrive pas à dire des bêtises. J'ai essayé, mais j'arrive pas. Après, débrouillez-vous. C'est pour ça que le cours est filmé. Et après, si vous avez l'intelligence de le mettre par écrit, vous pourrez faire une thèse en psychologie sur l'interprétation du rêve en comparaison entre la psychologie et la psychanalyse. Si ça vous intéresse, pas obligé d'avoir forcément un doctorat. Déjà que vous êtes docteur en maman, c'est pas mal déjà. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que le rêve prémonitoire, c'est un message envoyé par Hachem, mais interprété par le cerveau. Maintenant, la difficulté, c'est que comme nous n'avons pas tous le même cerveau, nous n'avons pas tous la même culture, on n'a pas tous la même sensibilité. Or, pour fabriquer le rêve, tu sais, comme pour fabriquer un film, tu vas faire selon tes moyens. Donc, celui qui est à Hollywood, eh ben, il a plein de décors, et celui qui est à Bratislava, il a juste son iPhone et la rue. Donc, celui qui a une grande imagination et qui a une grande culture, il va faire un rêve très compliqué. Celui qui a une imagination limitée, il va faire un rêve très simple. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut réussir à avoir le message qui est transmis dans le rêve, alors que les Chachamim eux-mêmes témoignent que 90% du rêve, c'est des bêtises. Bah oui, parce que c'est le message, il est noyé à l'intérieur d'une masse d'informations. Maintenant, ça peut être une intrigue, ça peut être une histoire. Des fois, le message, ça va être juste une image. Maintenant, il y a 24 images par seconde dans un film. Or, il n'y a pas de différence entre ce que vous voyez et ce que vous imaginez. Parce que même quand vous voyez, par exemple, là, vous me voyez là. Vous me voyez, oui, non? Oui. Maintenant, vous me voyez ou vous m'imaginez? Vous êtes sûr? Non, je crois pas. Je crois pas, parce que là, je fais un seul cours, et à la sortie, chacune, elle va me dire, il a dit autre chose, le Rav. Alors, comment ça se fait? Puisque je suis en train de parler une seule fois et que chacun, il sort avec une lecture. Parce qu'en fait, vous lisez et vous interprétez selon le Rav de Mir. Il avait dit, quand il y a 50 élèves au cours, moi je donne un cours, il y a 50 cours qui sortent. Une fois, il y a un élève qui lui a posé une question après le cours. Il a dit, cet élève-là, il a mieux compris le cours que moi. C'est la yeshiva de Mir, hein, c'est pas le mini, le grand Mir. Ça veut dire que le Rav, par son développement, il a accompagné l'élève jusqu'à un certain niveau, mais comme le niveau du Rav, c'était le maximum pour le Rav, mais que l'élève, lui, il n'a pas eu besoin de faire l'effort d'arriver jusque-là, donc c'était facile de continuer. C'est comme si vous faites la moitié du marathon en voiture. Le reste, c'est facile. Les autres, ils ont fait 28 km et vous étiez assis dans la voiture, donc c'est facile pour vous de continuer. Donc de la même manière que, en fait, quand vous regardez une réalité, il faut savoir que l'œil, de manière indépendante du cerveau, il peut fabriquer une image selon les sentiments que vous avez et le contexte moral et mental que vous avez au moment où vous regardez la situation. Bon, je vais donner un exemple grossier. La fille, elle est amoureuse, donc elle ne voit pas les défauts du garçon. Tout le monde lui dit, attention, il est tordu, il est malade, il est méchant, il fume des joints, il drague ta sœur. Ouais. Et vous dites, ouais, vous êtes jalouse. Parce que c'est un garçon super, vous ne l'aimez pas parce qu'il est différent. Mais je vais le ramener à la Teshuvah s'il ne m'emmène pas au Gehinam. D'accord? Donc, maintenant, pourquoi toi, tu ne vois pas? Ils disent l'amour rend aveugle. Bon, il y a un autre mot plus proche de la réalité, mais on ne peut pas le dire dans une synagogue. Donc, en fait l'amour, il va déformer la réalité. C'est pareil. Par exemple, ta paresse, elle va rendre la valise lourde. Ta radinerie, elle va rendre la dette chère. Ta psychorigidité, elle va rendre la remise en cause impossible. Pourtant, dans l'absolu, la réalité, c'est une réalité. Et c'est ça le problème. C'est qu'en fait, la réalité, elle est le fruit de la vision qu'on en a. Et comme chacun d'entre nous est différent, donc du coup, chacun a une lecture de la réalité différente. Et comme le cerveau, il a une capacité extraordinaire à combler les vides de l'incompréhension ou de l'ignorance, donc il va fabriquer une image indépendante de ma perception de la réalité pour combler les manques de la logique. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc en fin de compte, tu crois que tu vois ce que tu vois, mais en fait tu vois ce que tu veux voir. Donc quand vous dites à votre fils, va ranger ta chambre, lui a dit, mais elle est rangée. C'est normal puisqu'il a la flemme. Mais vous dites, elle n'est pas rangée. Ouais, quand vous dites à l'enfant, mais réfléchis à ton avenir.
Mais lui, il dit tout va très bien, c'est normal, parce qu'il vit que le présent. Donc vous êtes dans la projection, ça s'appelle la maturité. Mais lui, il est dans la consommation, ça s'appelle la superficialité. Maintenant, vous voudriez qu'il ait votre maturité. Mais vous, ça vous a pris 34 ans. Pourquoi lui, à 17 ans, il a compris? Donc vous rêvez pour lui. Vous me suivez ou non? Donc ça veut dire que le rêve, en vérité, il participe déjà à la réalité. Donc avant de se demander si on sera capable d'interpréter un rêve, il faudrait déjà savoir si on est capable d'interpréter le taux de rêve qu'on a dans notre vision de la réalité. En PNL, ça s'appelle le taux de FTG, c'est-à-dire le foutage de gueule. Combien toi, tu te moques de toi? Parce que se moquer de soi, c'est une forme de rêve. Donc de penser que le problème, c'est l'autre, c'est une forme de rêve. Ça s'appelle le déni de responsabilité. Ouais. De penser que tout va bien alors qu'il y a des problèmes concrets, c'est une forme de rêve. Parce que c'est un déni de réalité. Donc si quelqu'un il fait une analyse de combien dans sa perception réveillée de la réalité, combien déjà il a d'imagination et combien il a de rêve. D'ailleurs, on le dit en français, mais tu rêves ou quoi? Mais réveille-toi. Mais attends, mais regarde ce qui se passe avec ton fils. Ah non, tu te fais des idées, prophète de malheur. Attends, il passe des heures dans les toilettes, il a besoin de 5 000 € par mois d'argent de poche, et il a les yeux vitreux quand il sort de sa chambre. Tu penses qu'il étudie la Kabbalah ou que... Ouais, mais vous avez une vision négative, moi je le vois bien. Non, des fois, tu as tellement peur d'avoir à assumer que tu rêves que tout va bien. De la même manière, quand les gens me posent une question, je dis, moi, je vais répondre à votre question. Mais est-ce que vous êtes prêt à assumer les conséquences de toutes les facettes? Parce que si la réponse, elle est vraie et qu'elle contient des contraintes, peut-être que la peur des contraintes imposées par la vérité vous empêche de la voir. Et voilà. Donc celui qui ne peut pas mesurer le taux déformant d'intérêt dans sa réflexion, il est déjà plus objectif avant de poser la question. Voilà. Et ça s'appelle quoi ça? Ça s'appelle le rêve dans la réalité. Alors si déjà la perception de la réalité, elle est déformée par le rêve, imagine la perception du rêve. Je vous ai dit que ça va être un cours compliqué. Vous me donnez 1 heure, mais tant pis pour vous. Non, mais c'est pas grave. Faites semblant de comprendre. Là, vous suivez pour l'instant. Ça s'appelle TGV, c'est Torah grande vitesse. Là, déjà, on a fait déjà à peu près 2 cours dans un rabbin normal. Parce qu'un rabbin normal, il aurait pris ses petites idées, là, il les aurait étalées sur 1h30. Là, on a fait 17 minutes, et vous dites, pourvu qu'il s'étouffe, j'en peux plus. Enfin, j'exagère. Vous avez des dessins beaucoup plus noirs. D'accord. Donc, ouais, non, mais c'est rien, c'est pour faire circuler le sang, ça. Oh là 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 là. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est tous attachés à l'interprétation des rêves. Les gens, ils vont d'un rabbin à l'autre, ils vont même voir des marabouts. Ça s'appelle des marabouts Maasecha Hashem. Pour expliquer, mais pourquoi j'arrête pas de rêver de la mort de ma belle-mère? Mais ça, c'est un halom tov. Non, je rigole. Et l'autre, il dit, mais j'arrête pas de rêver, je vois du sang partout, dans la maison. Alors, ça veut dire qu'il va y avoir une Brit Mila. Pourquoi tu imagines qu'il y aura un assassinat de masse? Ouais. Maintenant, pourquoi est-ce que les gens sont tellement intéressés à avoir l'interprétation de leurs rêves, alors qu'ils savent qu'à 80% c'est des bêtises, alors que la réalité, qu'à 90% c'est du réel, ça les intéresse pas d'interpréter. Vous me suivez ou non? Voilà, super. Bon, alors maintenant, si on en est là, alors il dit le Abrabanel qu'il y a 3 types de rêves. Il y a le rêve de début de nuit, le rêve de milieu de nuit, le rêve de fin de nuit. Le rêve de début de nuit, en fait, c'est juste que ce qu'on a mangé, ce qu'on a vécu dans la journée, enfin ce qu'on a mangé, ça provoque des gaz, et ces gaz, ils ont une influence sur le cerveau. C'est-à-dire que n'essayez pas d'interpréter, par exemple, les rêves que vous faites après la dafina. Non, ils ne sont pas prophétiques, ils sont hallucinogènes, ça n'a rien à voir. Ouais. Exactement. Déjà à table, tu vois ton mari, tu dis celui-là, on dirait le bébé après l'allaitement. Ouais. Après, ça va? Ah, je vois qu'il y a des images qui vous touchent. Donc après, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le premier type de rêve. Donc si tu manges mal, ou si tu dors mal, ou si tu es fatigué, n'interprète pas les rêves. Parce qu'en fin de compte, ils vont être que la résonance
de ce que tu as absorbé chimiquement. Après, la deuxième catégorie de rêves, c'est les rêves qui sont le fruit du stress, le fruit des soucis. Parce que tout ce qu'on vit, en vérité, il y a le monde extérieur et le monde intérieur. Le monde extérieur, il est analogique. Vous savez, dans les appareils photo, il y a deux types d'appareils photo. Il y a les appareils photo analogiques et les appareils photo numériques. Alors, les appareils photo d'avant, comment ça se passait? On prenait une photo, donc on ouvrait un objectif, la lumière, elle rentrait et elle impressionnait la pellicule. D'accord? Maintenant, imaginez que votre intériorité, c'est la pellicule et votre extériorité, c'est l'objectif de l'appareil photo. Donc, à chaque fois que vous vivez quelque chose, ça vous impressionne. Maintenant, ce que vous impressionne dans la journée, oui, vu que le cerveau, il fonctionne 24/24, quand vous dormez, ça remonte. Donc, si par exemple vous rêvez que vous êtes poursuivi par un lion qui veut vous dévorer, c'est très possible que ce soit juste la résonance du stress que vous avez d'une collègue de travail qui veut prendre votre place. Ça va? Si vous roulez dans une voiture décapotable avec à l'arrière 600 millions d'euros en liquide et qu'il n'y avait rien pour couvrir et l'argent il part comme ça en arrière pendant que vous roulez, mais vous êtes poursuivi par des bandits et vous avez peur de vous faire tuer, en fait c'est parce que vous voyez tout l'argent que votre femme dépense et que vous ne pouvez pas l'empêcher et ça vous tue de voir tout cet argent qui part et donc vous en rêvez la nuit. Ouais. Bon, ça c'est des rêves particuliers à une certaine ville du Maroc que je ne citerai pas. D'accord? Mais ça veut dire quoi? Restez calme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire... Vous êtes sérieuse, hein? Très sérieuse. Non, moi je ne suis pas sérieux. Moi je suis très très cool. D'accord? Parce que quelqu'un il m'a dit, ouais, tu rigoles, tu fais le clown. Alors j'ai dit, écoute, je ne suis pas Rabbi Akiva Eiger, je ne suis pas Rav Shach. Déjà, Alvaï, que j'ai le statut de clown de Torah. Parce que toi tu crois que tu es un gadol, toi? Voilà, c'est bien. Chacun à sa place. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici c'est marqué... Non, quand vous écoutez sur un transistor une symphonie, vous avez bien compris que le transistor n'est pas un chef d'orchestre. Comme tu veux ou non. C'est juste un relais qui vous permet d'entendre des choses qui ont été dites par des chefs d'orchestre, qui s'appellent Rav Dessler et le Abrabanel. Voilà. Donc c'est pas la peine de faire du kavod au transistor. Ça a l'air de quoi? Donc ici c'est pareil. Quand la personne, elle va vivre quelque chose, et ça c'est très très important, il faudrait qu'on soit capable de se connaître pour connaître en fin de compte, la traduction numérique de nos événements analogiques. Ça veut dire que, parce que le Rabbeinu Bechaye, ça j'avais dit ça à un très très grand neurologue, il m'a dit c'est pas possible, c'est les dernières trouvailles du CNRS, comment c'est possible que vous me l'amenez au nom du Rabbeinu Bechaye qui a vécu il y a 600 ans? Vous connaissez le CNRS, Centre National de Relou Sympathie. Il dit qu'en fait, bon je vous le dis directement en français, en fait, tout ce qu'on vit dans le monde réel va être traduit en sensations dans le monde intérieur. Maintenant, le problème, c'est que le logiciel de traduction du vécu est différent chez chacun. Par exemple, pour vous donner une image, un enfant, il est petit, donc vous êtes en train de cuisiner, le four, il est allumé. Et c'est l'époque, à l'époque, les fours, il n'y avait pas la vitre froide, comme aujourd'hui. Ouais, elle était chaude. Et puis, c'est rouge et c'est chaud. Et l'enfant, il a 2 ans, 3 ans, et il veut toucher. Vous savez comment il fait? Il s'approche, il dit non, arrête. Et vous détournez la tête, et à un moment, paf, il met les 2 mains, il se brûle. Maintenant, qu'est-ce qu'il va retenir, lui? Il va retenir que quand tu n'écoutes pas ta mère, ça fait mal, que le feu, ça brûle, que le rouge, ça veut dire danger. Qu'est-ce qu'il va retenir? Chaque enfant, il va avoir une lecture différente dans son souvenir de l'événement qu'il a vécu. Vous me suivez ou non? Un deuil, un il est marqué comme ça, l'autre il est marqué comme ça. Une naissance, l'autre il tombe de joie, l'autre il pense aux dépenses. D'accord? Donc, en fait, chacun, il a une lecture, une transcription différente au niveau émotionnel. Maintenant, si on avait la traçabilité, mais de manière des deux côtés. C'est de la même manière que quand, par exemple, tu réagis à quelque chose, par exemple, tu cries, d'accord? Parce que tu as eu peur, tu sais d'où est-ce qu'elle vient cette peur à l'intérieur. J'avais expliqué ça déjà, non? Vous vous rappelez ou non? La neshama, le psychique, le corps, le vécu. Donc, en fait, il y a une impulsion électrique qui part de la neshama, qui est prise en charge par le jeu. Ensuite, ce jeu-là, il va servir du cerveau pour trouver... du cœur pour ressentir.
Ce ressenti, il va ensuite traduire en idée, selon la capacité à comprendre le ressenti. Ensuite, il va trouver les mots dans son cerveau et dans son vocabulaire pour les exprimer. Et après, il va vocaliser avec sa bouche. Maintenant, le nombre de gens qui arrivent à mettre des mots, à exprimer ce qu'ils ressentent, il est peu nombreux. Les gens qui arrivent à mettre des mots sur ce qu'ils ont ressenti, ils sont peu nombreux. Et les gens qui arrivent à comprendre d'où est-ce qu'il vient leur ressenti, ils sont peu nombreux. Donc ça fait une déperdition incroyable. C'est pour ça que les 3/4 des gens, dans leur ressenti, ils te disent, écoutez, je sais pas pourquoi, je sais pas, je suis pas bien, ou je suis content, ou j'ai envie de rigoler, ou j'ai envie de pleurer, c'est un rire nerveux, c'est un rire de bonheur, c'est un rire de choc, c'est un rire de... Maintenant, la traçabilité, normalement, c'est qu'on devrait être capable d'accompagner le résultat extérieur de la traçabilité qui a amené ce résultat. C'est-à-dire que ça s'appelle la source de l'impulsion première. C'est je me connais, je sais que là, je suis sincère, ou que là, je suis faux, ou que là, j'ai peur, ou que là, je suis content. Je sais que ça, c'est de l'orgueil, ça, c'est de la bêtise, ça, c'est de l'entêtement. Ça s'appelle la connaissance de soi. C'est pour ça qu'on fait du moussard. C'est-à-dire on n'a pas attendu Freud pour faire de l'auto-analyse. Heureusement, les Kochot HaNefesh sont beaucoup plus clairs dans la Torah que dans la psychologie. Tout le monde sait que la psychologie n'est pas une science exacte. Pas confondre avec les maths quand même, ça serait grave. C'est pas à partir de 3 éléments sur 21 ans de vie que tu arrives à interpréter pourquoi le gars il fait pipi au lit à 38 ans. Tu dis ouais, son père l'a pas allaité. Faut un peu tirer par les cheveux quand même. Ouais. Non, moi j'ai rien contre, hein. Ça peut aider, tout ça. Mais l'idée c'est quoi? C'est que la traçabilité d'un côté, qui va faire que quand tu ressens à l'extérieur, tu sais d'où ça vient à l'intérieur, et ben ça devrait marcher dans l'autre sens aussi. C'est que ce que tu vis à l'intérieur, tu devrais imaginer quelle empreinte ça va faire à l'intérieur. Ce que tu vis à l'extérieur, excuse-moi, tu peux être capable de voir, par exemple, quand tu es vexé, quelqu'un il te parle mal, il t'est vexé, ouais, ça veut dire que c'est remonté très haut. Maintenant, si tu as la haine pendant 4 ans, ça veut dire que c'est monté très très haut. Maintenant, si tu n'arrives pas à lutter contre les mauvaises pensées de mort que tu as pour cette personne-là, ça veut dire que c'est monté très 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 haut. Maintenant, le fait que ça soit monté très haut, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'obstacle au fait que ça aille très loin. Pourquoi il n'y a pas eu d'obstacle? Parce qu'il n'y a personne à l'intérieur pour retenir le flux. Parce que je vous avais dit que le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Donc si tu es pleine à l'intérieur, tu peux dire stop, tu peux dire c'est pas grave, tu peux dire laisse-le parler, tu dis elle est folle, tu dis elle dit ce qu'elle dit, ben, chacun vit sa vie, on est tous différents, Dieu m'a envoyé ce message, c'est rien, c'est une lecture, c'est juste un coup de lumière que j'ai eu parce que la fenêtre elle a tourné, il y a eu un reflet. Ou non, je dis non, jamais j'oublierai, jamais. Qu'elle meurt, qu'elle crève, qu'elle s'étouffe, elle, sa race. Tu dis mais mon amour, tu as eu la malchance de rencontrer une idiote ou un idiot, ouais. Le problème, c'est pas que tu l'as rencontré, parce que ça, c'est Mina Shamaim. Le problème, c'est pourquoi ça te fait tellement d'effets. Et ça, c'est pas Mina Shamaim, ça, c'est Mina Adam. T'as raté ton bac? Ok, on repasse. Non. Bon, il t'a jeté le gars. Il t'a jeté. Mais t'avais 14 ans, mon amour. Maintenant, t'as 38 ans. On peut passer à autre chose? Non. Donc, il faut comprendre une chose très importante. C'est que une chose qui arrive une fois, qui dure peu de temps, s'appelle un incident. Une chose qui dure longtemps, s'appelle un phénomène. Or, un phénomène ne peut se perpétuer que si tous les intervenants du phénomène participent à la perpétuité du phénomène. Donc, si le bourreau, il fabrique la victime, elle entretient l'impact du bourreau. Donc, avant d'être victime du bourreau qui est devant toi, tu es déjà victime du bourreau en toi, qui est le relais du bourreau extérieur. Ça veut dire que la victime se crée son bourreau? Madame Bunan, ce n'est pas un cours particulier. C'est 12 000 €. On passe dans un autre tarif. Là. Donc, je ne sais pas, ou vous me faites un clin d'œil, vous me dites OK pour les 12 000. Et à ce moment-là, je fais comme s'il n'y a personne d'autre. Ou sinon, vous faites cette mitzvah accessible à n'importe quel niveau. Vous la fermez. Non, j'exagère. Non, je ne peux pas parce que ça me trouble en vérité. C'est-à-dire, si c'est pour conforter ce que j'ai dit, bah, a priori, tout le monde a compris. Si c'est pour une anecdote, on va attendre ça pour les années d'oct. C'est pas grave. Voilà. Parce que je ne sais même pas où je vais là. Donc, parce que j'ai deux demi-heures. J'ai une demi-heure pour le rêve et une demi-heure pour l'interprétation. Ce qui est un record mondial au niveau cognitif. Donc, si c'est ça maintenant, on se retrouve dans une situation où on comprend que
il faudrait qu'on ait la connaissance de nous-mêmes pour comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de la technicité du ressenti. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que déjà, tu as une connaissance de toi, tu as un portrait robot de ton intériorité, tu sais ce que le vécu a généré chez toi, tu sais comment ta culture, ton équilibre familial, ton contexte intellectuel, ton contexte émotionnel, il a fait de toi. Ça s'appelle un portrait robot de ton intériorité. Parce que les gens arrivent à parler des autres, mais ils n'arrivent pas à parler d'eux-mêmes. Comme s'il y avait un inconnu en eux. Alors ils font des thérapies, ils écrivent des bouquins, ils font des sports d'extrême, genre la traversée du Tibet, en VTT en marche arrière. Chacun il essaye d'aller au bout de lui-même. Ouais, mais tu peux prendre le temps d'installer une caméra à l'intérieur qui filme ce que tu ressens et une caméra à l'extérieur qui filme ce que tu vis. Ce que tu ressens, c'est la proposition A. Ce que tu vis, c'est la proposition B. Et après, tu poses l'équation, est-ce que A égale B? Maintenant, si tu vis quelque chose et tu ressens autre chose, tu as un vrai problème. C'est le décalage. Les Chachamim, ils appellent ça que Piv, Velibo, Enam Shavim. Sa bouche et son cœur ne sont pas équivalents. En Tocho Kebaro. Son intériorité, son extériorité ne sont pas les mêmes. Or, il faut atteindre cet équilibre entre ton intérieur et ton extérieur. Ce qu'on appelle la shlemut, d'être entier. En français, ça s'appelle cool. Il faut être cool. C'est ça, cool. Cool, c'est pas que tu coules comme un camembert. Ouais, c'est pas que les larmes, elles coulent toutes seules parce que tu es très, très émotif. Je peux plus retenir mes larmes. Non, tu es cool, ça veut dire que tu es bien. Ce que tu penses, tu le penses. Ce que tu dis, tu le dis. Ce que tu dis, tu le penses. Ce que tu fais, tu le dis. Ça va bien. Mais il n'y a pas des petites choses qui te dérangent. Non, c'est le fruit d'un long travail. Ça s'appelle la shlemut. En réalité, c'est ça tzaddik. Parce que tzaddik, ça vient de tzedek. Tzedek, c'est la justice. Le symbole de la justice, c'est quoi? C'est la balance. La balance, c'est quoi? C'est l'équilibre. L'équilibre, c'est quoi? C'est la cohérence. Donc, ça, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Ça, c'est ce que tu fais. Si c'est équivalent, ça s'appelle tzaddik. Ça, c'est ce que tu fais. Ça, c'est ce que tu dis. Donc, ça s'appelle honnête. Ouais, ça, c'est ce que tu penses et ça, c'est ce que tu dis. Donc, ça s'appelle cohérent. Donc, en fait, tzaddik, ça veut dire cohérent. Donc, rachat, ça veut dire incohérent, quelle que soit la longueur de la barbe et la taille du chapeau. Vous me suivez ou non? Parce que l'autre, elle croit parce qu'elle a une perruque à 2000 € qu'elle a une sadéquette. Non, c'est juste qu'elle a les moyens. Donc, en fait, on travaille toute sa vie pour réussir à être cohérent. Or, la cohérence, ce qu'on appelle dans la pensée Ben Shetrital, la linéarité existentielle, c'est que le flux qui sort de ta neshama, il est accompagné par ton psychique, dans ton corps, dans ton vécu, pour arriver dans la réalité. Et quand les deux, ton moi intérieur et ton moi extérieur sont les mêmes, ça s'appelle ex-isté. Ex, extérieur, isté, être. Être à l'extérieur. Voilà. J'ai écrit 405 pages sur ce principe. C'est le livre bleu que les gens achètent parce que ça porte bonheur ou pour avoir une bracha dedans. Mais j'aurais imprimé un bottin si c'était ça. C'est un livre de travail. Vous le lisez, vous le relisez, vous le travaillez, vous évoluez avec. Il y avait une dame qui a fait 14 ans de dépression. Elle a dépensé 40 000 € de psy. Un jour, elle est tombée sur le livre. Elle a fait 6h30 par jour pendant un mois. Et après, elle a soigné son psy. C'est vrai, ça existe. C'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte du potentiel. C'est pas parce que je l'ai écrit. Moi, je vous dis ce qui est marqué dans la Torah. C'est rien, j'ai rien inventé. Moi, tout ce qui est marqué, je l'ai dit. D'accord? Bon, peut-être après ma mort, les gens ils vont comprendre l'intérêt. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est de dire que le rêve, en fin de compte, c'est un signal. Le signal, comme il y a un signal qui vient de la Wi-Fi, il y a un signal qui vient du téléphone, il y a un signal qui vient de votre smartphone, il y a un signal qui vient de la Neshama. Alors le problème, c'est que ce signal-là, il est pollué ensuite par mon psychique, par mon vécu, par ma peur, par ma lourdeur, par le regard de l'autre. Maintenant, plus encore une fois, je vais être évolué, je vais être pur, je vais être clair, plus le message sera clair. C'est comme un prisme. Vous savez comment ça marche? C'est une espèce de diamant comme ça, en forme de triangle. La lumière, elle rentre de ce côté, elle sort de l'autre côté. Maintenant, l'image qui est là, elle va arriver là. Ça va dépendre de l'opacité du prisme. Maintenant, si le prisme, il est plein de saleté, il est plein de crasse, il est opaque, il est en granit, il n'y a rien qui passe de l'autre côté. Mais s'il est translucide et d'une pureté A.A, là, ça va être une transcription directe.
Alors sur ça, en vérité, pour pas dire des mensonges, il y a une marloquette entre le Rambam et le Ralbag. D'accord? Que le Rambam, il dit que le rêve, il subit quand même une interprétation du cerveau dans le rêve prémonitoire, et après l'homme, il doit dépatouiller le vrai du faux à l'intérieur du rêve prémonitoire. Mais le Ralbag, il dit non. Le Ralbag, il dit que le type de rêve prémonitoire, il est entièrement imposé par Dieu dans une image qui enlève les doutes. Vous me suivez ou non? C'est quand Yaakov Avinu, il rêve de quelque chose, ou quand Lavan, il veut faire du mal à Yaakov et qu'Hachem lui vient en rêve, ou quand Avimelech, il rêve, on lui dit attention, tu veux toucher la femme d'un tzaddik. Ce rêve-là, c'est pas un rêve qui porte à interprétation, c'est un rêve clair. Comme quelqu'un il reçoit un télégramme, ton père il est mort. Tu dis peut-être c'est un jeu de mots. Non, il est mort. Oui. Ben, c'est exactement pareil. Quand Hachem, d'après le Ralbag, quand Hachem il veut t'envoyer un rêve prémonitoire, il t'envoie un message clair. D'après le Rambam, non. Ouais. Non. Parce que pourquoi? Et là, ça revient un petit peu à ce qu'il a dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. C'est que, en fait, c'est le cerveau qui va être le récepteur du scénario, qui s'appelle le message divin du rêve, mais qui va faire une mise en scène en fonction de ses attributs imaginatifs. Vous me suivez ou non? Et les attributs imaginatifs, ils vont fabriquer un film qui est différent selon les attributs de chacun. Donc vous avez un gars très fort en PAO qui va vous faire une image de folie avec des reflets, avec 54 filtres, avec 51 trucs sur Photoshop. Et puis il y a l'autre qui va vous faire une feuille Word avec écrit en rose conférence ce soir et en noir 20h30. Ben ça c'est un amateur et ça c'est un professionnel. C'est logique, d'accord? Alors c'est pareil si vous faites une photo un film de famille pour l'anniversaire et Spielberg il fait un film. Bon ben c'est pas le même. Donc ça veut dire que chacun, même si tu as filmé l'opération dentaire que ta mère a subie. Ce qu'on appelle les dents de la mer, d'accord? Donc, oula, elle n'avait pas vu venir celle-là. Un petit côté requin quand même. Hein. Bon, donc l'idée en fait c'est ça, c'est que le rêve, il vient comme en tant que message, encore une fois, fabriqué par le cerveau ou réceptionné par le cerveau, et ensuite il se traduit chez l'homme par un ressenti. Maintenant, c'est très bizarre, parce que tu peux avoir une très belle image avec un ressenti de remma profonde. Tu peux avoir des images horribles avec un ressenti positif. Je ne sais pas si vous me suivez. Ouais. Ben, c'est comme s'il y a eu un accident, d'accord, et il y a eu des tonneaux dans la réalité, et la voiture est toute cassée, et vous voyez que les enfants, ils font bien. Donc, l'image, elle est horrible, mais la sensation, elle est bonne. Ça va ? Maintenant, cette lecture de la réalité, elle est aussi dans le rêve. Parce qu'encore une fois, il y a une différence entre les images que tu perçois et le ressenti que tu as. C'est pour ça que la différence aussi entre le scientifique et le prophète, vous savez laquelle différence? C'est que le scientifique, il ressent ce qu'il voit, et le prophète, il voit ce qu'il ressent. Je traduis. Vous voyez quelqu'un qui meurt, ça vous fait de la peine. Mais si quand quelqu'un vient vers vous et qui rentre dans votre espace, d'un seul coup, vous avez en vous la sensation que vous avez quand on vous annonce que quelqu'un de proche est mort, donc, là, vous avez une image qui vous monte et vous dites, papy, il est parti. Il y avait un jeune homme à Aix-les-Bains, enfin, j'avais rencontré à Lyon, il m'avait raconté que quand il était à Aix-les-Bains, on parlait comme ça des intuitions, et son grand-père, non, c'est son père qui était très très malade. Mais vraiment malade et allez-nous, c'était la fin. Et lui, il était élève à Aix-les-Bains. Et son père et son grand-père, ils vivaient à Lyon. Et un jour, les 3 rabbinim, ils sont venus, ils ont dit, il faut qu'on te parle. Avec une tête, genre livide. Ça veut dire que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été au lit. C'est pas grave. Donc, et avant qu'il parle, il leur a dit, mon grand-père est mort. Mais son grand-père, il allait très bien. C'est son père qui était malade. Mais lui, il a su que c'était son grand-père qui était mort. D'où il a su? Un autre aussi comme ça, il sortait avec les copains le samedi soir. Et c'est lui qui conduisait. Et c'était un fêtard. Et c'était une ambiance. Et c'était une rigolade. Et ils n'étaient pas religieux. Et un samedi soir, il a dit, je ne prends pas la voiture.
Il a dit, mais t'es fou, c'est une boîte de nuit super, il paraît qu'il y a des meufs et on va s'amuser. Je prends pas la voiture. Ils ont insisté, ils ont dit, je prends pas, ce samedi, je prends pas, je sors pas, je reste à la maison, je le sens pas. Ce soir, je suis pas bien. Je prends pas la voiture. Ils ont pris la voiture. Les 3 autres, ils sont morts, lui, il est resté vivant. Un accident incroyable. D'accord? Non, ils sont pas morts. Les 2 à l'arrière, ils sont morts. Celui à côté, il est resté handicapé et lui, il a rien eu. Mais il sentait qu'il devait pas prendre la voiture. Maintenant, comment t'appelles ça, toi? Une intuition, une prophétie, une perception? Bon, je vous dis la logique. C'est que normalement, comme vous allez voir un grand sadique, par exemple, ouais. Et il y avait, à l'époque, il y avait le père de Rav Senior de Créteil. Vous avez entendu parler de son père? C'était un sadique. Il était à Boukhari. C'était quelqu'un de Tafilalet, de chez nous, là-bas. Ouais, les chleux. C'était le shochet de Baba Salé. Lui, il avait les yeux fermés tout le temps. Tout le temps, les yeux fermés. Tout le temps. Tu rentrais dans la pièce. Dès que tu rentrais, il te racontait ta vie. Pourquoi? Parce que quand tu rentres, encore une fois, tu es un émetteur. Ouais. Par exemple, si vous êtes dans l'ascenseur avec quelqu'un de nerveux, ben vous êtes nerveuse. Ouais. Quand vous rentrez à la maison, si à votre mari, même avant que vous l'entendiez, si vous l'aimez, hein, vous dites, ah, il est rentré. D'où tu sais? Tu l'as pas vu encore. Tu sais que ton mari, il est là. Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, on est émetteur et récepteur perpétuel. Maintenant, ce chacham, là, ce tzaddik, lui, il avait les yeux fermés. Donc maintenant, quelqu'un, il rentre dans la pièce. Et lui, il ressent la douleur de quelqu'un qui on annonce qu'un cousin a le cancer. Donc il dit à l'autre, qui c'est qui a le cancer à la maison? Encore une fois, pourquoi? Parce qu'il met des images sur ce qu'il ressent. Alors que nous, on ressent ce que l'on voit. On voit le lion, on a peur. Mais en vérité, la neshama ou l'inconscient, il a vu le lion avant que tes yeux voient le lion. Ça va? Comme ça, il explique Rav Dessler, la peur. Que la peur, souvent, elle précède d'une microseconde la perception de l'événement. Maintenant, si à l'intérieur, il y a quelqu'un qui a le bitachon, donc la peur, elle n'a pas le même impact. Mais si à l'intérieur, il n'y a pas une personne qui a le bitachon, ça veut dire qu'en fait, il n'y a personne à l'intérieur. Donc, et on dit en français, il n'y a personne, j'en ai bien peur. En fait, tu as peur parce qu'il n'y a personne. Comme si veut, non? Bon, ça, c'est une autre lecture de ce que j'ai dit tout à l'heure, que tu ne peux pas contrôler les événements qui vont arriver, mais tu peux fabriquer la personne qui va les accueillir. Donc, de la même manière que dans le réel, tu te prépares, tu te construis. Par exemple, tu sais que les parents ils vieillissent. Alors, on va faire Kiboud Avaim. Toi, tu dis non, ça va, j'ai pas le temps et j'habite loin, c'est la rue en face. Oh, bah, il est mort maintenant. Allez, va pleurer sur sa tombe. Ouais, c'est pareil, les enfants, ils sont devant toi. Parle-leur. Non, il est trop petit, il comprend rien. Ah, maintenant, il est grand, il a grandi, il m'écoute plus. Et maintenant qu'il a quitté la maison, tu lui écris un livre. Mais t'es lourd ou quoi? Il était là. Donc, en vérité, on a tellement peur de la confrontation qu'on rêve que c'est impossible. Par contre, quand toi, tu veux la confrontation, tu rêves que ça va bien se passer. Maintenant, le rêve que ça va bien se passer s'appelle l'ambition. D'accord? Le rêve que ça va mal se passer s'appelle la désillusion. Maintenant, la désillusion, c'est l'anticipation dégénératrice de l'illusion que tu avais au départ, puisque l'illusion génère la désillusion. Mais l'ambition, elle ne peut pas générer la désambition. Vous savez, j'ai été très désambitionné. Vous m'écoutez. Vous écoutez un cours, vous le trouvez bon. Mais vous ne le trouvez pas bon parce qu'il est bon. Vous le trouvez bon parce que vous avez un a priori que vous allez entendre quelque chose de bon. Pour ça, toujours les gens me demandent c'est quoi le thème? Je dis mais le thème c'est Ben Chetrit, t'as pas compris encore? Qu'est-ce qu'on s'en fiche du thème? Non, c'est pas pour moi, c'est pas pour la Gahava, c'est pour vous dire que quand tu développes une école de pensée, après ce qui les intéresse, c'est pas le sujet. Parce que là, on est en train de faire un voyage à l'intérieur de vous-même. Vous avez bien compris que c'est plus proche de la thérapie personnelle que de la transmission de données, non? Oui, non, oui, non. Voilà. Donc si on fait ça, non, ben, ça veut dire que le cours, c'est juste une trame. Après, quand tu suis la trame, tu arrives quelque part. Mais ce qui compte, c'est pas là où tu es arrivé. Ce qui compte, c'est le paysage que tu as vu en passant. Surtout quand il est à l'intérieur, le paysage. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que le rêve, il vient, encore une fois, à l'intérieur de la personne, et la personne ensuite
ou elle l'a déformé avec son cerveau, ou elle l'a reçu à 100%, et ensuite, elle va analyser. Maintenant, c'est une grande question. Est-ce qu'il faut analyser le ressenti du rêve, ou est-ce qu'il faut analyser le rêve? Maintenant, comme le rêve, il est fait par le cerveau, et que la fonction imaginative, elle est libre quand tu dors, puisque ton intellect actif est en sommeil, donc tu peux imaginer n'importe quoi. Maintenant, même si le rêve il est complexe, et même si le rêve il est long, vous savez qu'un rêve qui est mesuré avec un électroencéphalogramme qui a duré 5 secondes, vous allez mettre 3h30 pour le raconter avec des tonnes de détails. Pourquoi? Parce que le cerveau, lui, c'est-à-dire les yeux, ils voient 24 images secondes, mais le cerveau, il peut voir 24 000 images par seconde. Le cerveau n'est pas soumis au temps. C'est que le cerveau, c'est pas qu'il est rapide, c'est qu'il est pas dans le temps. Donc, en 3 secondes, tu peux rêver d'un truc de ce qu'il faut 6 heures pour le raconter, tellement il y a de détails. C'est comme la sensation, vous savez, quand quelqu'un va mourir, on voit toute sa vie. Vous savez ça? Vous l'avez vécu déjà ou non? Non? Moi, je l'ai vécu, moi. J'avais 14 ans, je me suis noyé à Trouville, et je roulais dans les vagues, et en 3 secondes, j'ai revu, image par image, 14 ans de vie. J'ai dit, mais c'est pas raisonnable. Bah oui, parce qu'on n'est plus dans le domaine de la raison, c'est normal que ce soit pas raisonnable. Ça va? C'est que le cerveau, en vérité, il a filmé toute ta réalité, image par image. Mais toi, tu ne retiens que la réalité dont tu as besoin. C'est comme il y a le disque dur dans l'ordinateur, et il y a la carte mémoire. La carte mémoire, elle va prendre le minimum. Il y a 200 gigas. Mais le disque dur, il y a 24 téras. En fait, tout ce qu'on vit, on l'a en mémoire. Mais comme c'est compliqué de faire des allers-retours entre la mémoire interne et la mémoire externe, donc on retient juste ce qui est nécessaire, notre adresse, notre numéro de sécu, le téléphone de la maîtresse. J'ai juste ce qu'on a besoin. Ouais. Bon, c'est un exemple. Non, c'est vrai, il y a des gens, ils n'arrivent pas à se rappeler le numéro de leur femme, mais le numéro de leur maîtresse, ils se rappellent. C'est ce qu'on appelle une mémoire sélective, d'accord? Donc maintenant, restez calme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tout ce qu'on a vécu, c'est en nous. Maintenant, tu dis, mais comment en 20 secondes de noyade, tu peux, c'est-à-dire au maximum 1 minute, parce qu'après, tu es déjà mort. Ouais, tu peux revoir 14 ans. Je te dis, le cerveau n'est pas limité dans le temps. Donc ça, c'est quand tu es réveillé, mais que tu es une espèce de semi-conscience de la noyade. Parce qu'encore une fois, quand tu te noies, comme le cerveau n'est pas oxygéné, donc l'intellect actif ne peut pas agir, donc le cerveau, il est libre. Il va à une vitesse extraordinaire. C'est pour ça que les gens, ils rentrent en transe pour avoir de la prophétie. C'est pour ça que les gens, ils subliment la matière. C'est pour ça que les gars qui tournent, là, je sais plus comment ça s'appelle, là, les darwish ou les... Ils rentrent... Ouais, dervish, tourneur, là, ouais. Ils rentrent dans une dimension supérieure, et cette dimension supérieure, elle n'est plus soumise au temps. Maintenant, il faut savoir qu'il y a 3 couches. Une couche qui s'appelle le corps, une couche qui s'appelle le psychique, une couche qui s'appelle la neshama. Dans le monde aussi, il y a 3 couches. Il y a la matière, il y a le mazal et il y a Hachem. Maintenant, quand tu dors, la neshama, elle monte. Quand elle monte, elle passe par la dimension mazal. Dans la dimension mazal, tous les événements à venir sont déjà préprogrammés au niveau du décor. D'accord? C'est comme par exemple, vous voyez cet objet, vous le voyez ou non? Si vous ne le voyez pas, il faut acheter un chien. Vous le voyez. Mais si vous étiez capable, au lieu de voir l'objet, de voir la masse de molécules qu'il constitue. D'accord? Et si au lieu de voir la masse de molécules, vous étiez capable de voir la masse d'énergie. Et si vous arriviez à distinguer la structure énergétique de l'objet et l'énergie qui le constitue. Parce qu'il y a 2 énergies. Une énergie de base, qui a été créée au départ, et une énergie structurante qui est ponctuelle pendant que l'objet existe. Ensuite, cette énergie, elle va être redistribuée dans une autre matière, puisqu'on dit que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Comment on a fait? On a simplement agi sur la structure énergétique de la matière. Ce qu'on appelle vulgairement Ratson Hashem, que Hashem, il a la volonté que cette matière soit. Ça va? Donc maintenant, la structure énergétique du futur, elle est déjà établie. C'est seulement que les molécules, elles vont se cumuler pour créer la réalité au fur et à mesure que le temps passe. Donc dans le monde du Mazal, le futur, il est déjà inscrit en énergie, mais il n'est pas encore réalisé. Quand la Neshama, elle monte, elle passe par le Mazal,
Et comme la Neshama n'est pas soumise au temps, donc pour elle, le futur, c'est du présent. Donc, elle peut voir une situation future au présent dans sa dimension énergétique. Ça va? Ce qui fait que 3 ans après, vous rentrez dans une Brit Mila et vous avez une impression de déjà vu et vous dites à votre copain, là, il y a un serveur qui va faire tomber un plateau. Et tu te retournes et il fait tomber le plateau. Tu dis, mais attends, t'es un prophète? Il dit, non, mais j'ai déjà vécu cette situation. Tu dis quoi? Tu as déjà vécu la même Brit Mila? Alors, je répète, la structure énergétique organisant l'énergie qui fabrique les événements, au niveau vécu, eh ben, elle viendra dans une certaine temporalité, parce qu'Hachem, il a redistribué les combinaisons moléculaires dans la grille temporelle pour fabriquer l'histoire, mais la structure énergétique qui va former ces éléments-là, elle est déjà établie. Ça s'appelle le mazal. Ça va ou non? Donc, c'est pas quelque chose qu'on a vécu dans le passé. Non. D'accord? Non, ça peut être aussi, il y a des éléments qu'on a déjà vécu. Oui. Mais quand vous arrivez dans un village de Loire-et-Cher, que vous n'êtes jamais venu de votre vie, parce que vous êtes trompé de sortie d'autoroute, et que vous arrivez et vous dites à votre mari, tu sais quoi, on va prendre à droite, il y a une église qui n'est pas visible d'ici, et en face, il y a une boulangerie qui s'appelle Chez Mimi. Et là, tu tournes et tu vois les deux. Ton mari te regarde comme ça, il dit, est-ce que je dois t'embrasser la main? Est-ce que... Ah oui, parce qu'il y a Baba Salé, et elle, c'est Mama Sucré. C'est pas grave. D'accord? Mais ça, c'est de l'intuition et ça, c'est de la prophétie. Donc, chez Baba Salé, c'est 24-24. Et chez nous, c'est une fois tous les 6 mois, comme ça. Tac, tu rentres dans la maison, tu vois un cercueil qui passe par la fenêtre. Tu dis, on l'achète pas. Pourquoi? Je sais pas. En fait, il y a juste un déménagement. Ouais. Donc, c'est une image. Donc maintenant, si vous comprenez ça, alors, si on va passer à la dimension, il est 11 heures. Il y a un problème ici, c'est que le temps passe trop vite. Bon, je vais gratter tant que je peux, parce que là, je vous ai juste posé, j'ai parlé plus du rêve, je n'ai pas parlé de l'interprétation. Mais je vais vous le faire en concentré. 5 minutes. Vous avez 5 minutes là ou... Écoutez bien, écoutez bien. Je vous dis, vous pouvez faire une thèse de psychologie avec ce cours. Reprenez des notes, écrivez phrase par phrase, vous allez voir. Donc, il demande les rabbanim, les abrabanel, il pose la question, il dit, mais si le rêve, il est prophétique, est-ce que l'interprétation du rêve, elle est prophétique? C'est vrai. Si on dit que le rêve, c'est un lien privilégié et privé que j'ai eu avec le bon Dieu. Donc le bon Dieu, il m'a envoyé un message à moi. Comment l'autre, qui est dans une autre galaxie, une autre perception, une autre personnalité, un autre mazal, il peut interpréter mon rêve à moi? Mais quel rapport? Oubliez la psychologie, c'est même pas le début du film. Ouais. Moi, je vous parle du Hémet. Ouais. Il demande la question, mais comment quelqu'un qui est extérieur à moi, il peut interpréter mon rêve à moi, puisque le bon Dieu m'a envoyé à moi le rêve. Alors ils disent que donc on doit envisager que de la même manière que le rêve il est prophétique dans sa nature, c'est-à-dire que c'est un message imposé par le divin, de la même manière le fait que l'autre il arrive à l'interpréter, c'est aussi une prophétie. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que quand vous demandez à quelqu'un d'expliquer le rêve, c'est calme. Je sais, mais moi je sais pas, alors, je rencontre beaucoup de gens perturbés qui viennent chez moi pour me dire, Rav, j'ai rêvé de ça, qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Maintenant, vous allez chez un psychologue, ou vous allez chez un psychiatre, ou vous allez chez un Rav, ou vous allez chez un Rav jeune, ou un Rav âgé, mais vous allez poser la question. Ou à votre mari, ou à votre soeur, ou à votre maman. Vous dites, maman, j'ai rêvé de ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que t'en penses? Je suis pas bien, j'ai rêvé. Donc l'autre, donc vous allez demander à l'autre d'interpréter. Mais là, ça devient compliqué. Parce que l'autre, c'est pas toi, comme vous dites. Donc comment il peut comprendre l'autre, le rêve? Premièrement. Deuxièmement, c'est pour ça que quand Pharaon il a demandé à Yosef d'interpréter le rêve, qu'est-ce qu'il a dit Yosef? Il a dit, mais c'est Hachem qui interprète les rêves. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il a interprété. Alors, je comprends pas, tu viens de dire que c'est pas toi. Et après, tu le fais. C'est bizarre, non? Oui, non, oui, non. Comme si lui, il s'est mis en situation de modestie, de dire c'est pas moi. Et après, il a senti que le bon Dieu, il a investi de cette mission qu'il en est capable. Vous me suivez ou non? Voilà. Maintenant,
il y a peu de gens qui le savent, mais Pharaon, quand il a rêvé du rêve, il a rêvé du rêve et de l'interprétation, vous savez. Mais il ne savait pas si cette interprétation était la bonne. Donc quand il a interrogé ces sorciers-là et ces sages et ces interpréteurs de rêves, comment il savait qu'ils disaient des bêtises? Parce qu'il connaissait l'interprétation. Maintenant, lui, il voulait trouver quelqu'un qui allait avoir la Siyata Nishmaya de lui donner la même interprétation que lui, il a eu de son rêve. Vous allez me dire, mais s'il avait l'interprétation, pourquoi il a demandé? Parce que le doute de l'homme, c'est justement de se demander si l'interprétation est le fruit de son imagination ou de sa mauvaise interprétation ou que ça fait partie du message. C'est que le bon Dieu, il t'envoie le message et l'interprétation. C'est comme dans la vie, quand Hachem t'envoie une épreuve, tu dois savoir pourquoi elle vient cette épreuve. Ça veut dire que en intellectuel, on dit le niveau d'accessibilité à la question, elle est le même que la réponse. Donc les gens qui te disent, vous savez, j'ai des questions, mais j'ai pas de réponse, c'est pas possible. Parce que la question et la réponse, c'est un seul bâton, un en rouge, un en bleu. Donc quand tu tiens le côté du bâton rouge, le bâton bleu, tu le tiens aussi. Donc la vraie question, c'est pas comment ça se fait que je trouve pas la réponse. La vraie question, c'est quels sont les éléments en moi qui m'empêchent d'envisager la réponse, parce que j'ai peur de ce que la réponse génère comme conséquence. Encore une fois, c'est du FTG, c'est du foutage de... D'accord? Donc maintenant, de la même manière que, encore une fois, Pharaon, il a eu le rêve et son interprétation. Alors au fond, quand quelqu'un il a un rêve, il a le ressenti de quel est le message du rêve. Mais encore une fois, il a peur de se tromper. Donc il va poser la question à quelqu'un. Mais c'est dangereux. Pourquoi? Parce que la Gemara dit Achalom olech acharapé. Le rêve va selon la bouche. Ça veut dire que le rêve, il vient chez toi, mais l'accomplissement du rêve, il dépend du gars qui l'interprète. Je ne sais pas si vous me suivez. Alors la Gemara dans Brachot, elle raconte que Rav Ban'a, il a rêvé un rêve et il a été chez un interprétateur. Il a été chez 24 interpréteurs de rêves. Et les 24 ont donné tous une explication différente. Et la Gemara dit Vekulam nitkayemu, et les 24 se sont accomplis. Là tu dis attends. C'est quoi le rêve? C'est une prophétie. D'accord? On parle du rêve prémonitoire toujours. Hein. Encore une fois, les rêves hallucinogènes, et les rêves de nerfs, et les rêves de stress, et les rêves de haine, si tu les oublies, ceux-là, ils ne sont pas intéressants. Mais le rêve prémonitoire. Maintenant là, je suis au présent. On est le 15 janvier. Le 30 janvier, il va se passer quelque chose. Maintenant, ce que je vis maintenant au présent, c'est singulier. Donc le futur aussi, il est singulier. Maintenant, comment, sur un rêve que j'ai eu de prémonition sur le 30 janvier, j'ai eu 24 lectures, et les 24 lectures se sont accomplies. Maintenant, si les 24 lectures se sont accomplies et que le rêve, c'est juste une vision du futur au présent, comment il peut y avoir 24 futurs? Vous suivez ou non? C'est comme si moi je suis là, je vois à 10 mètres, je monte sur une échelle de 50 mètres, je vois à 1000 mètres. Ce que je vois à 1000 mètres, c'est une chose. Le rêve, c'est quoi? C'est que je monte à 1000 mètres et je vois. Maintenant, comment ce que je peux voir, ça peut être pluriel? Puisque le futur, il est singulier. Et si tu vas dire maintenant, peut-être que le futur, il est pluriel. Mais alors, si le futur, il est pluriel, puisque mon présent, le jour où mon futur sera présent, mon présent sera passé. D'accord? Et si je dis que le futur, il est pluriel, donc mon présent aussi, il est pluriel. Puisqu'à l'époque de mon passé, mon présent, c'était le futur. Alors, il y a deux lectures. Restez calme, restez calme. Je sais que vous avez mal à la tête. Après, vous aurez des rabbins beaucoup plus détendus. Ouais. Enfin, disons, moins intense au niveau cognitif. Donc, moi, je dois vous faire gagner 10 ans. Je ne viens pas pour faire un spectacle. Je dois vous faire gagner 10 ans. Si vous ne gagnez pas 10 ans, j'ai perdu mon temps. Ouais. Donc là, vous venez de faire à peu près 8 ans d'Yeshiva. Vous ne vous rendez pas compte. Non, c'est très intense. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que... De quoi je parlais? Voilà. Le futur pluriel. En vérité, même le présent, il est pluriel. Comme tout à l'heure, je vous ai dit, par exemple, moi, j'ai fait un cours et chacun, il a une lecture. Vous êtes dans une famille, il y a un événement, il y a le père, la mère et les 4 enfants. Il y a le petit frère, le cadet, la grande sœur et la cousine qui sont là. Maintenant, quand vous demandez aux gens de raconter ce qui s'est passé, chacun, il vous donne un autre événementiel. Tu dis, attends, je ne parle pas de l'interprétation de ce qu'il a pensé, je parle de ce qui s'est passé. Les gens, ils te disent, non, ça ne s'est pas passé comme ça du tout. C'est qu'en vérité, déjà dans la perception de la réalité, il y a un taux d'interprétation qui fait que le rêve que j'en ai, il n'est pas le même que l'autre. Donc en vérité, la réalité, elle est plurielle.
Vous faites un business avec quelqu'un. Ouais. Pour vous, vous lui rendez service parce qu'il n'a pas de boulot. Et pour lui, il dit, mais non, tu m'as proposé, j'ai fait le travail que tu m'as demandé, tu me payes. Il dit, mais quoi, je ne vais pas te payer le prix que tu me demandes. Je dis, mais c'est mon métier, je t'ai fait un devis, tu as signé. Je dis, mais non, attends, tu étais à la rue, tu étais jeté, je t'ai demandé de faire un coup de peinture. Comment un coup de peinture? J'ai passé 15 jours à faire du vernis glacé chez toi, ça m'a pris du temps. Il faut payer 4 000 euros. Toi, tu dis, mais je te donne 1 000, c'est déjà pas mal. Tu étais jeté, tu étais au chômage, tu n'avais rien. Donc, un, il a une lecture, l'autre, il a une autre lecture. Vous suivez ou non? Donc la vie c'est comme ça. En vérité la vie c'est quoi? C'est la confrontation des rêves de chacun. Donc ce qui est un bonheur pour un est un malheur pour l'autre. Ce qui est une ambition pour l'un est une déception pour l'autre. Ce qui est très très compliqué pour l'un est très simple pour l'autre. Parce que si tu confrontes un mature avec un immature, ben, l'immature il va trouver compliqué ce que le mature va trouver simple. Alors je comprends pas, c'est simple ou c'est compliqué? C'est pluriel. Bienvenue au club. Maintenant, ça, c'est entre deux personnes qui interviennent dans la même situation. Mais même à l'intérieur de la même personne, il y a un côté enfant, il y a un côté adulte. Il y a un côté qui a envie de se débarrasser du problème, un côté qui a envie de l'assumer. Ouais. Donc déjà, même toi, tu es pluriel. Après, tu es en même temps la fille de ta mère, en même temps la mère de ta fille, en même temps l'épouse de ton mari, en même temps la femme, en même temps la personne professionnelle qui agit dans son travail. Donc, tu as combien de facettes? Et des fois, c'est compliqué parce que quand, à un rendez-vous de travail, tu rencontres ton ex que tu connaissais avant ton mari, mais que tu as encore des sentiments pour lui, mais que tu es en business avec lui, alors quelle facette tu vas lui renvoyer? Facette professionnelle, facette émotionnelle, facette de l'épouse, facette de l'ex? Combien tu as de facettes? C'est pour ça que panim, c'est au pluriel. Vous suivez ou là? Maintenant, si toi, tu es tout le temps en fonction de la réalité qui est devant toi, c'est pluriel parce que la réalité elle est plurielle. Mais panim, c'est pnim aussi. Et pnim, c'est quoi? Intérieur. Donc ta face extérieure est censée être le reflet de ta face intérieure. Mais les gens qui n'ont pas d'intériorité, eux, ils sont tout le temps en train d'essayer de coller dans la mosaïque des miroirs pluriels du regard de l'autre. En psychologie, ça s'appelle le phénomène du caméléon. Parce qu'il s'adapte. Mais le problème, c'est que quand il y a du rose, il devient rose. Quand il y a du bleu, il devient bleu. Mais quand il y a du bleu et du rose, comment il fait? Il devient bleu-rose. C'est ça que ça s'appelle le caméléon. Parce que souvent, il s'appelle Léon et souvent, il est... C'est rien, c'est pour vous détendre. Maintenant, si vous comprenez ça, donc comment il peut y avoir une interprétation plurielle? Alors ça, c'est un sujet très, très, très compliqué qui est rapporté dans la Shut Rashba, qui lui-même est rapporté dans le Rav Dessler. Et quand on a posé la question au Rashba, il a dit comme ça, en résumé, très résumé. Hein. C'est-à-dire que si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Si vous comprenez, c'est vous qui faites le cours la prochaine fois. Il a dit que ça ressemble un petit peu à Altif Tarpé la Satan. C'est quand on est sur la route et que les essuie-glaces ne marchent pas, que les phares sont cassés et qu'il pleut à torrent et qu'on est en pleine nuit et qu'il y a un mec à l'arrière qui commence à dire, tu te rends compte l'accident? Ils ont roulé, les corps ils ont été coupés en deux. Tu dis, écoute, c'est pas vraiment le moment de parler de ça maintenant. D'accord? On est la nuit, dans un temps pluvieux, avec des phares qui ne marchent pas. Ça s'appelle Altif Tarpé la Satan. N'ouvre pas la bouche au Satan. D'accord? Maintenant, de vous à moi, puisqu'a priori vous êtes des dames juives matures et vous n'êtes pas dans la logique de superstition. Ça va? Maintenant, c'est quoi le Satan? Le Satan, c'est l'Yetzerara. Donc, il est en nous. Donc, en vérité, c'est quoi le Satan? C'est la résonance de notre culpabilité. Parce que quand j'écoute le Yetzerara en bas, j'ai le Satan en haut qui m'accuse. Donc, le fait de se sentir mal, ça vient du fait que tu sais que tu as fait des bêtises. Donc, en fait, quand toi, tu dis à Dieu, j'ai fait des bêtises, ça veut dire que tu dis, je mérite une tréha. Donc, en fait, c'est toi qui appelles. C'est comme un enfant qui a fait une bêtise, mais toi, tu ne le sais pas. Tu rentres dans la salle à manger, il fait comme ça. Tu dis, oh, tu as quelque chose à te reprocher, toi. Donc, en fait, c'est toi qui appelles la tréha. Comme si vous, non? Maintenant, ça veut dire, en résumé, parce que la rabbinite elle est arrivée, je ne veux pas prendre sur le cours, mais en résumé, ça veut dire que l'interprétation du rêve, elle va dépendre du contexte mental et émotionnel que tu as au moment où la personne à qui tu le racontes va l'interpréter. Ça va? Non, la phrase est compliquée, mais l'idée, elle est simple. C'est pour ça que la Gemara dit, il faut toujours raconter le rêve à quelqu'un qui t'aime.
Maintenant, quand tu racontes le rêve à quelqu'un qui t'aime, la première chose qu'il va faire, c'est te rassurer. Or, puisque la conséquence, elle dépend de l'état de culpabilité dans lequel tu es, et qu'en fin de compte, tu crois, quand la Gemara dit que le rêve va selon l'interprétation, alors il dit le Rav Dessler, c'est vrai, l'autre il interprète, mais qui c'est qui signe en bas? Oui, c'est toi. D'accord? Donc si l'autre il te raconte, par exemple, tu as vu un truc horrible, ouais, et que l'autre, il te dit, oh là là, oh là là, c'est grave ce qui t'arrive. Et toi, tu dis, oh, t'as raison, c'est grave. Donc toi, tu as signé que c'est grave. Donc il va t'arriver un truc grave. Si l'autre, il te l'interprète en bien, d'accord? Puisqu'il y a 24 interprétations possibles. D'accord? Donc s'il te l'interprète en bien, parce qu'il t'a mis en situation, il dit, écoute, mais non, le bon Dieu, il t'aime. Mais non, t'es fatigué, t'as mal dormi cette nuit. Et puis c'est un bon message. Tu sais quoi? Il va t'arriver que du bien. T'arriver du sang, eh ben, il y aura une Brit Mila à la maison. Bon, mais mets quand même 50 € à la Zaka. C'est pas grave. Ouais, comme ça remplace les Ta'anit Halom. Ouais. Mais n'aie pas peur, tout va aller bien. Donc lui, il t'a rassuré. Quand il t'a rassuré, tu te mets en situation de maturité. Maintenant, tu n'es pas dans le déni de tes erreurs. Bon, je rappelle, et je vais vous laisser avec ça, de cette définition benchetrital du bonheur, c'est que le bonheur n'existe pas. Vous le savez. Si vous êtes réaliste, vous le savez. Je sais, on vous le vante, comme ça, mais ça n'existe pas, le bonheur. D'accord? Le malheur non plus. Donc ça peut vous rassurer. Donc en fait, c'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est une attitude de maturité avec la réalité qu'Hachem t'envoie, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Le malheur, c'est une attitude d'immaturité avec la réalité qu'Hachem t'envoie, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Je traduis. Si tu as une super réalité, par exemple, tu as un mari intelligent, tu as un mari éveillé, tu as des enfants forts. Si toi, tu l'acceptes, ce bonheur, donc avec maturité, tu vas l'optimiser. Si tu l'acceptes avec immaturité, parce que tu dis, ouais, mon mari n'arrête pas de me saouler, il me dit, viens, on grandit, viens, on évolue, il me saoule, les enfants, ouais, ils me posent plein de questions, bah, c'est normal, parce qu'ils sont intelligents, ils sont curieux, oh, mais qu'ils se la ferment, qu'ils arrêtent de me saouler. Donc, ton bonheur, quand tu le vis avec immaturité, devient un malheur. Ça va? Et ton malheur, quand tu le vis avec maturité, devient une expérience. Donc, en fait, le bonheur, c'est une attitude de maturité que tu as envers la réalité. Et le malheur, c'est une attitude d'immaturité que tu as envers la réalité. Alors, comment on appelle la maturité chez nous? On appelle Hirat Shamayim et Bitachon. Ça va? Vous croyez que c'était quoi, psychologique? Vous avez vu ma tête? D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rêve, vous avez compris maintenant, c'est vrai qu'il va passer par la bouche de l'autre. Mais celui qui va signer en bas de la feuille pour dire « Ok, ça va être ça l'interprétation », c'est l'état mental dans lequel je vais être au moment où je l'accueille. C'est pour ça qu'on dit, la Gemara dit qu'à quelqu'un de bien, on ne lui envoie pas des beaux rêves. Et à quelqu'un de mauvais, on ne lui envoie pas des mauvais rêves. Rachid explique, parce que celui qui est bien, on lui envoie des mauvais rêves, parce que c'est pour qu'il ait le souci. Et le souci, il va lui servir de capara pour les avérotes qu'il a fait. Donc on n'aura pas besoin de le punir, puisqu'il a eu l'angoisse. Par contre, celui qui est dans la riche haute, qui est dans la Avera, on ne peut pas lui envoyer des mauvais rêves, parce que ça serait une chance de le réveiller et qu'il fasse les chouvas. Mais s'il a dépassé la limite, donc on lui envoie des bons rêves. Comme ça, lui, il se contente de son chemin, il pense que ses choix sont les bons, puisque tout ce qui lui arrive, c'est bien, alors qu'en vérité, il est juste en train de bouffer son lamaba, au lamazé, d'accord, et qu'il est dans un monde d'illusions. Et la preuve, c'est qu'à la fin, quand il se réveille, il voit que ses enfants, finalement, ils ont tout lâché, il voit que sa femme, elle l'a aimé que pour son fric, il voit que ses copains, c'était tous des gratteurs, et il voit que ce qu'il croyait être une santé de fer, en fin de compte, ça s'est détruit en 4 mois avec un cancer fulgurant du pancréas. Donc tout n'était qu'illusion. Voilà, et l'illusion, c'est quoi? C'est une forme de rêve. Donc ça veut dire que celui qui vit dans la réalité, ses rêves sont vrais, et celui qui vit dans l'illusion, même ses rêves sont faux. Allez, Hazakovo.